Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est la fin de ce trimestre d'hiver 2025, premier trimestre de l'année d'ailleurs, bien sûr. Et comme d'habitude, on va faire le point sur les mangas que j'ai découverts et les mangas que j'ai terminé. Bon, vous le savez pas, mais moi j'enchaîne directement le tournage du bilan d'automne et du bilan d'hiver. Alors pourquoi? Parce que l'introduction, je le tourne dès le début du trimestre. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura du manga, de la BD, du comics? J'en ai aucune idée. Du webtoon. Bref, tout ça, ça va être un petit peu une découverte pour moi aussi. Donc voilà, je découvrirai en même temps que vous. Non, c'est faux. Vous allez découvrir bien après moi. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à partager la vidéo à tes potes parce que y en a beaucoup qui ne me connaissent pas et que s'ils veulent découvrir de nouveaux mangas avec des nouveautés, avec des choses qui sont sorties il y a pas mal de temps mais qui ne sont plus mises en avant, ou avec des mangas que j'ai terminés parce que la série vient de se terminer, ou pareil, des mangas qui sont finis depuis bien longtemps et que je redécouvre, c'est ici que ça se passe. Autant commencer directement avec la première découverte parce que faut bien commencer quelque part. Ok, alors on commence tout simplement avec une découverte manga. C'est un manga qu'on m'a prêté encore une fois, mais que j'avais déjà vu la saison 1, pas en animé, et c'est tout simplement Sexy Cosplay Doll, ou bien My Dress Up Darling pour ceux qui ont vu l'anime. Concrètement, de quoi ça parle? Alors on va tout simplement suivre l'histoire de deux adolescents, Marine Kitagawa qui est fan de cosplay, et Wakana Gojo qui est tout simplement fan de poupées traditionnelles japonaises. Les deux vivent globalement dans un monde totalement différent, mais c'est un jour alors que Gojo voulait tout simplement continuer sa passion, va devoir utiliser une machine à coudre de la classe de couture parce que la sienne est tombée en panne. À ce moment-là, c'est là où il va tomber tout simplement sur Marine qui va lui proposer tout simplement de lui créer un cosplay parce que elle est nulle, mais nulle de fou. Maintenant qu'on a mis les bases, il y avait la jaquette momie à un moment, mais je peux pas vous la mettre dessus sur la vidéo, donc voilà, elle est magnifique en soi, mais je peux pas vous la mettre. Malheureusement, pour d'éventuels risques de censure. Voilà, de strike de la part de YouTube. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, plusieurs choses à dire. Peut-être commencer directement par le ecchi, parce que c'est ce qui est le plus rapide en soi à dire, mais on va pas se mentir, c'est un manga ecchi, qui va utiliser comme procédé d'écriture, comme procédé narratif, le fanservice. Donc deux choses là-dessus. Première chose, il ne faut pas avoir peur du fanservice, il ne faut pas être dérangé par ça, parce que sinon tu vas vite être gavé, que je peux comprendre. Deuxième chose par rapport à ça, vaut mieux pas le laisser à n'importe qui entre les mains, parce que comme je l'ai dit, c'est un ecchi et on va l'utiliser énormément. Il n'y a pas deux pages où on n'utilise pas le ecchi, tu vois. Donc si t'as 12-13 ans, ne lis pas le manga, soyons concrets là-dessus. En plus c'est dans le label Big Kana, donc c'est vraiment genre le label qui s'adresse aux soit plus vieux, soit aux plus matures entre guillemets, selon les thématiques, donc c'est pas pour rien, tu vois. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce monde dans lequel ils évoluent, parce que déjà, nous, on découvre tout ce qui est poupée traditionnelle japonaise et l'artisanat qu'il y a derrière, mais surtout, on voit deux personnages, un introverti, Gojo, une extravertie, Marine, qui ont deux passions totalement différentes, l'un, les poupées traditionnelles japonaises, l'autre, le cosplay. Donc un est dans la tradition, l'autre est plus dans la modernité entre guillemets. Mais ils ont un point commun, c'est la couture. Et c'est ce qui va faire en sorte de rapprocher nos deux personnages. C'est là où on voit que même deux mondes totalement opposés peuvent avoir des points communs et peuvent être liés d'une manière ou d'une autre. Et ça, franchement, c'est super intéressant. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de spoil non plus, parce qu'encore une fois, j'ai vu la première saison de l'animé. Donc si je donne trop d'infos, ça risquerait de déteindre un petit peu sur la suite du manga que je n'ai pas lu. Donc, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous aimez le monde du cosplay, si vous aimez les relations humaines, etc., ça peut être une très bonne alternative, ça peut être une très bonne lecture pour le tome 1 en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur du fanservice et donc du ecchi. Enfin non, c'est le contraire. Il ne faut pas avoir peur du ecchi et donc du fanservice. C'est mieux comme ça. Ok, petit manga de sport, le manga de sport principal de la saison. Et ça va être tout simplement le manga Welcome to the Ballroom de chez Nové Graphics. Donc déjà, on va en parler, mais il faut savoir que Nové Graphics, si je dis pas de bêtises, a fermé. Voilà, la maison d'édition n'existe plus. Et donc, je vais lire la suite qui est sortie si Alain ou à toi me les prête. Mais la série est probablement pas terminée. Enfin bref. Welcome to the Ballroom, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Tatara Fujita, qui est un jeune collégien, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a aucun rêve d'avenir, qui n'a littéralement aucune ambition, aucune passion. Vous le savez, il y a toujours une douille. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire
kidnappé littéralement par un danseur de salon. Ouais, c'est bizarre. Enfin bref, ce danseur de salon va l'emmener dans son école de danse, et c'est à ce moment-là où Tatara Fujita va découvrir les danses de salon. Bien sûr, il va totalement tomber in love des danses de salon, et ben ça va être super intéressant parce que on va le voir évoluer dedans. Bon, maintenant qu'on a mis un petit peu tout ça en place, comme j'ai dit, j'ai lu les 3 premiers tomes et il y a vachement de choses à dire. Du coup, déjà on découvre les danses de salon parce que on ne sait pas forcément, nous Européens, ce que c'est que des danses de salon. Enfin, notre génération ne sait pas forcément ce que c'est que les danses de salon parce que c'est pas un sport qui est vachement mis en avant. À la limite, il y a Danse avec les stars qui met en avant les danses de salon, mais il n'y a pas énormément de choses qui est mis en avant pour les danses de salon. C'est là où on apprend d'ailleurs qu'il y a 2 catégories de danses de salon. Les danses standards qui sont plus inspirées des danses de bal en Europe, un petit peu comme la valse, et les danses latines qui eux sont plus inspirées des danses latines du coup, qui sont un peu plus caliente, tu vois, un petit peu comme le tango. Et justement, là où c'est intéressant, c'est que le manga nous apprend à reconnaître ces danses. Parce que ça, du coup, faut se référencer à la musique. Mon domaine, tout va au niveau de la structure rythmique. Lorsqu'on a une musique qui a une structure binaire, donc un petit peu plus carré, ce sont les danses standards. Lorsqu'on a une danse un petit peu plus swingée, un petit peu plus balancée, on a les danses latines. Bon, petit tips, un petit peu hors sujet pour vous aider à trouver tout ça. Généralement, tu découpes la musique en 4, tu vois. Quand on parle de structure carrée, c'est que tu arrives à les découper en 4, tu vois, ça fait très carré en mode 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est carré. En ternaire, tu vois, ça se découpe en 3, ternaire. Et tu verras que ça fait un peu plus swingé, ça se découpe en 3, tu vois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous donne des cours de musique alors qu'on parle de manga. Bref, ça n'a aucun sens. Mais bon, là-dessus, c'est intéressant, faut se le dire. Et ça permet un petit peu plus de comprendre l'univers du manga, du coup, et toute la structure rythmique, toute la structure de danse et musicale qu'il y a dans le manga. En plus de ça, on voit tout simplement un protagoniste évoluer. Et ça, c'est vachement intéressant parce que le protagoniste qui commence totalement vide parce qu'il n'a rien dans la vie, au final, pour le faire kiffer, va commencer à développer une passion qui va de plus en plus le plaire. Et ça, c'est vachement intéressant. En plus de ça, on sent toute la passion de l'autrice autour du manga, autour de la danse de salon. Bon, on l'apprend qu'elle en a fait, mais ça se ressent par son dessin. Parce que vraiment, elle se donne à fond, et notamment pour les moments de danse où c'est très intense. Parfois un petit peu trop intense, et c'est là où ça rend un petit peu les choses brouillons. Parce que, intensifié par le dessin, ça se fait, c'est cool, ça te met dans le truc. Mais parfois, je trouve vraiment que c'est un peu trop, tu vois. Et c'est là où c'est un petit peu dommage, parce que, à vouloir faire trop intense, ça gâche un petit peu le manga, tu vois. Alors qu'on le sent qu'elle est passionnée. Mais bon, globalement, c'est un beau manga. Je sais pas s'il y a un anime, je crois qu'il y a un anime de Welcome to the Ballroom. Donc, pourquoi pas peut-être le commencer aussi, dans le doute où le manga ne se termine pas parce que, mauvais graphique, c'est tout ce qui s'est passé par la suite. Bref, on va pas refaire l'histoire, mais vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Bon, nouvelle découverte manga, peut-être l'une de mes préférées de cette saison, parce que, attendez, je récupère les tomes, voilà, j'ai lu les 5 premiers tomes de Grand Blue, voilà, j'ai 4 premiers, mais le 5e il est sur mon bureau, j'ai la flemme de le chercher. Alors, avant de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, de quoi ça parle, Grand Blue? On va tout simplement suivre l'histoire d'Iori. C'est tout simplement un mec qui va rentrer à la fac, tu vois, normal, comme tout mec de 18-19 ans, sauf que lui, il va devoir crécher chez son oncle, qui possède un magasin de plongée qui s'appelle le Grand Blue. Je comprends que ça a une certaine importance. Le souci, c'est que l'une des activités reliées à ça, c'est la plongée. Et qui dit plongée, dit également club de plongée. Et sauf qu'on a un club de plongée pas très normal, tu vois ce que je veux dire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre Iori et qu'ils vont le forcer à rejoindre leur club de plongée, tu vois. Petit problème. Il y a 2 problèmes à ça en réalité, hein. Le premier, c'est qu'Iori a peur de l'eau. Donc, aller dans un club de plongée alors que t'as peur de l'eau, complexe. Deuxième souci, c'est qu'on n'est pas sur un club banal. Tu vois ce que je veux te dire? On n'est pas sur un club de plongée ou un club tout court normal. Parce que qui dit université normalement dit études. Sauf que pour eux, qui dit université dit grosse raptin. Donc, ça n'a aucun sens. Bref, comment on va faire Iori face à ce club de plongée? Va falloir lire Grand Blue. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense moi personnellement de Grand Blue? Alors comment vous dire que c'est littéralement un manga pour starder.
C'est un manga qui n'a aucun sens. C'est un manga qui a pour vocation de te faire passer un bon moment. Et ça marche. Parce que je passe un bon moment à chaque fois que je lis ce manga. Franchement, ça marche. Oui, ça reste un manga de sport parce que la plongée est quand même l'élément central et principal de tout ça. Mais tu ne retiens pas la plongée. Ce que tu retiens, toi, c'est les soirées étudiantes. Ce que toi, tu retiens, c'est l'amusement de tes personnages. Franchement, c'est un petit peu comme on disait avec un pote, bon, sachant que on est des geeks, otaku, ce que tu veux, donc des introvertis qui n'aiment pas sortir, qui restent chez eux, qui font leur bail et tout, mais quand on part manger ensemble au resto, quand on sort ensemble, quand on va au ciné, etc., il y a cette même ambiance amicale, fraternelle, amusement, etc., que dans le manga, tu vois. Donc en fait, c'est un manga qui s'adresse à tout le monde et à n'importe qui en même temps, parce que de façon différente, certains par la rapta, d'autres en sortant, d'autres par les jeux vidéo, d'autres en parlant manga, enfin bref, par n'importe quel domaine, etc., on a le même genre de situation d'amusement. Sauf qu'on n'est pas autant dans l'excès, hein. Parce que dans le manga, il y a vraiment un excès qui est genre là, tu vois. Tu peux pas tester. Et justement, le côté super intéressant, c'est que vu qu'on est dans un contexte universitaire et qu'on a l'habitude de voir les universités comme des lieux d'éducation, de prestige, de travail, etc., il y a ce côté de fête qui existe énormément dans les études. Et ça, on a tendance à pas trop en parler. Le manga va rappeler ça. Les études, oui, c'est fait pour bosser, mais il y a quand même ce côté amusement qui existe. Et de toute façon, tu as 20 ans qu'une fois dans ta vie. Donc si tu ne t'amuses pas à 20 ans, c'est pas à 40-50 ans que tu vas finir par t'amuser. Et ce manga-là va te le rappeler. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à 40-50 ans, déjà, t'as plus le physique pour aller t'amuser forcément. Des responsabilités, donc soit une vie de famille, soit un taf, soit t'es auto-entrepreneur, enfin je sais pas, tu vois. Mais t'as des responsabilités qui sont là, qui sont présentes et beaucoup plus importantes que quand t'as 20 ans à peine, tu vois. Donc là-dessus, le manga est plutôt intéressant. Bon, je vous ai dit aussi tout à l'heure que la plongée, c'est pas l'élément le plus important qu'on retient. Mais, certes, c'est le cas. Cependant, ça reste quand même important dans le manga. C'est pas ce qu'on retient le plus, mais ça reste important. Parce que, on apprend ce qu'est la plongée, donc tous les éléments techniques, comment faire correctement de la plongée, ce que tu peux découvrir quand tu fais la plongée, etc. Tout ça, on en parle et on nous découvre un monde, le monde aquatique, d'une manière différente. Et ça marche, et c'est sympa, et on aime ça aussi. Donc il y a vraiment ce contraste de beaucoup d'amusement, mais beaucoup de sérieux par la plongée, qui est vachement intéressant. Et c'est aussi les moments sérieux parce que on ne rigole pas avec la plongée, ce sont des passionnés de plongée. Là où ils peuvent déconner par rapport au cours, la plongée par contre, on n'y touche pas, on ne rigole pas avec ça. Et c'est super sympa du coup de suivre encore une fois leurs aventures là-dessus. Ok, ça va être tout simplement le petit manga français de la sélection parce que on va tout simplement parler de Fruit Quest. Alors, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Tena, qui est une jeune fille, tu vois, une adolescente, qui doit avoir quoi, 13-14 ans à tout casser, tu vois, grand maximum, et qui rêve d'être épéiste, tu vois. Elle va vivre dans son île, j'ai plus le nom, je crois que c'est Little Island, un truc dans le genre, et tout va changer le jour où elle va tomber sur un garçon mystérieux. Personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu. En plus de ça, il est muet, mais il est très fort. Par contre, ça va être le premier compagnon et le premier ami de Tena. Tena qui veut quitter son île pour tout simplement découvrir un petit peu le monde et notamment le continent. Et malheureusement, il y a un défi de taille, c'est le roi Mimas, qui est là, qui va clairement pas les laisser y aller, tu vois, et qui contrôle la population d'une main de fer. Comment vont faire Tena et son nouveau compagnon pour réussir à s'en aller? Je vous laisse aller lire Fruit Quest, des maisons d'édition Pika, et qui est le nouveau manga aussi de Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland quand même, c'est à noter. Et qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, on va préciser, Renaud Lemaire n'est qu'à l'écriture du manga, il ne s'occupe pas du tout du dessin, parce que il est déjà très occupé par Dreamland. Du coup, il y a Néo, un artiste qui a découvert sur Instagram. J'essaierai de vous mettre un petit peu les deux Instagram si je n'oublie pas, pour que vous puissiez aller check le travail des deux. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne vibe à la Hunter x Hunter. On a quand même cette jeune fille qui veut quitter son île pour découvrir un petit peu le monde, etc. L'innocence de la gamine, etc. Il y a vraiment cette ambiance un petit peu à la Hunter x Hunter, mais on sait que quand même le monde cache quelque chose de plus sombre que son île, tu vois. Donc, pourquoi pas pour les fans d'Hunter x Hunter, et puis c'est du manga français. En plus de ça, comme j'ai dit, Renaud Lemaire s'occupe d'écrire le manga, et on le voit dans un registre totalement différent, parce qu'on est sur de l'héroïque fantasy.
pour le coup. Mais en tout cas, du coup, on a bien ce style de neketsu, de quête initiatique où tu vois quand même une protagoniste qui veut découvrir le monde, qui a un objectif en tête, etc. Et c'est vachement sympa à lire. En plus de ça, le manga met vachement en avant quand même les femmes. Il y a 3 femmes en personnages principaux, dont la protagoniste, et elles ont toutes un caractère affirmé. Elles ont toutes une vie qui est là, qui est présente et qui n'ont pas besoin d'hommes. Et elles s'en sortent très bien. Elles sont très badass comme ça. Alors oui, il y aura par exemple le jeune garçon qui va s'accrémenter à tout ça. Mais est-ce que ils ont vraiment besoin de lui pour vivre? Bah ça, je suis pas si sûr que ça, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc où bah tu vois des personnages comme Mikasa qui certes est badass, mais qui dépend énormément d'Eren. Elle a une dépendance affective envers Eren qui est énorme. Donc ça enlève un petit peu de la badassitude de Mikasa. Tandis que là, bah pas du tout. On n'a pas de dépendance affective, on n'a pas de dépendance à un homme, etc. Que ce soit matériel, que ce soit financière, etc. Et c'est vachement intéressant. Après, faut être honnête, il n'y a rien d'original dans l'œuvre. Mais pourtant, le récit, la façon dont c'est construit, la façon dont c'est écrit et les dessins réussissent à te captiver et t'as envie d'en savoir plus. C'est une histoire très simple, mais très efficace. Et ça, on apprécie. Nouveau manga que j'ai commencé, c'est tout simplement un manga franco-suisse. Il me semble que la maison d'édition où l'auteur est suisse, donc c'est Guillaume Ma, et il a écrit Golden Goal. Je crois que l'illustrateur c'est Wei Jinni. Je connaissais pas du tout cet auteur et cet illustrateur, mais de quoi parle Golden Goal? Alors c'est simple, on va tout simplement suivre l'histoire de Naïm, un jeune immigré marocain qui arrive par bateau en Espagne. Cependant, dès son arrivée en Espagne, il est totalement séparé de son frère suite à une course-poursuite des flics contre les immigrés marocains qui ont débarqué sur les plages d'Espagne. Cependant, en essayant de fuir, il va tout simplement tomber dans une histoire de dingue. Il va tout simplement aller en France, via la voiture d'un des plus gros trafiquants de France, d'un des membres de son réseau. En tout cas. Mais ça, il n'était pas du tout au courant. Bref, il va tout de même essayer de s'en sortir via sa passion première, le foot. Et pour ça, il va même passer les tests de détection du club de Charmy. Est-ce qu'il va réussir les tests de détection et à échapper à la mafia française? Ça, encore une fois, faut lire Golden Goal par les éditions Paquet. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense personnellement de ce manga? Déjà, de une, si t'es un passionné de foot, vas-y. Parce qu'on est sur tous les aspects du foot possible et inimaginable. Que ce soit du foot plus vibe foot de rue, donc city stade, foot dans les rues, etc. Vraiment, vas-y, parce que il y a un côté beaucoup plus chill là-dedans et plus spectaculaire. Mais aussi dans le professionnel, dans le foot très institutionnel entre guillemets, parce que il y a les détections, il y a les recrutements, il y a les postes qui sont expliqués, etc. Donc vraiment en termes de sport et de qualité sportive sur le manga, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, le manga a un contexte hyper politique et qui est d'actualité et qui marche et qui est vachement intéressant parce que Naïm, c'est tout simplement le jeune immigré marocain qui a tout perdu en arrivant en Espagne ou en France et qui, on ne connaît pas encore son passé, mais tu t'en doutes très fortement qu'il vivait pas une vie facile et qu'il a dû vraiment tout abandonner, voire abandonner le peu qu'il avait au Maroc pour espérer avoir mieux, d'abord en Espagne, puis ensuite en France. Et ça, c'est avec toutes les contraintes que va avoir tout simplement Naïm, que ce soit la jalousie des personnes dites locales et qui vont pas forcément accepter ses talents de foot, ses talents à l'école, parce qu'il a quand même certaines facilités à l'école, etc., que les autres n'ont pas. La peur de devoir être renvoyé au pays pour la moindre petite gaffe, ou si juste il se fait choper. Ne pas comprendre forcément les gens parce qu'ils ne parlent pas l'espagnol ou très mal le français. Les galères administratives, parce que bien sûr, pour rester en France, il faut un titre de séjour. Et on sait que la plupart des OQTF, ce ne sont pas parce qu'ils ont commis un crime ou un délit, mais ce sont parce que l'administration française prend tellement un temps fou à régulariser ou à analyser les dossiers qu'ils mettent les gens sous OQTF alors qu'ils ont parfois les capacités ou qui seraient un bénéfice à la France. Typiquement, il y avait une étudiante sri-lankaise, il me semble, qui avait d'excellents résultats et qui a fait toute sa scolarité en France, mais tellement l'administration française a pris énormément de temps à analyser son dossier qu'elle a été placée sous OQTF. Pourtant, elle ne représentait aucun danger. Et ça, c'est super bien retranscrit dans le manga. Et quand on parle également de survie, il y a aussi ceux qui tombent dans le trafic, dans la drogue. Naïm n'est pas tombé dedans parce qu'il en avait envie. Il est tombé par hasard dedans parce qu'il essayait de fuir les flics.
et même en essayant de passer outre, parce qu'en soi, à ce moment-là, il n'a rien fait, et ben malheureusement, il va quand même devoir y participer sous la contrainte et sous le chantage, parce que bien sûr qu'il est au courant au bout d'un moment, et bien sûr que ceux qui le savent qu'il est au courant, ils participent à ce trafic, et ils ont a priori des endroits bien placés, donc ils ont besoin de Naïm. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais j'espère que tu as capté, tu vois. Donc bien sûr, il est contraint d'y participer à ça. On le suppose parce que le manga s'arrête à là, mais à mon avis, et là c'est de la pure théorie, il va y aller parce que au bout d'un moment, il cherche à survivre. Il cherche à pouvoir vivre juste dignement. Malheureusement, quand tu es face à un chantage, notamment avec ces gens-là, c'est jamais facile, c'est jamais simple. Bref, Golden Goal, en réalité, je sais que beaucoup de gens ont été mitigés, mais beaucoup de gens ont apprécié. Je fais partie de ceux qui ont apprécié. Donc déjà, je remercie énormément Guillaume Main pour m'avoir envoyé le SP, le service presse, parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. J'ai hâte du tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'espère qu'il sortira très rapidement parce que c'était vachement intéressant. En plus de ça, on a un peu les esquisses, les croquis du dessinateur, les premières versions du manga. Donc ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude avec le manga français et j'apprécie énormément. Ok, bon, dernière découverte de cet hiver 2025 et dernier manga que j'ai lu, que j'ai découvert ou que j'ai terminé, c'est tout simplement Rhapsody in Red. Alors, je vais vous donner mon avis juste après, mais de quoi ça parle? Alors, Torao est un lycéen assez compliqué. Il passe sa vie à se battre, mais pour les autres, ce n'est qu'une racaille lambda. Ce n'est qu'une racaille qui passe sa vie à se battre. Un homme violent, en somme. Et ça, même pour la dernière partie de sa famille, le dernier membre de sa famille encore vivant, ou en qui il a contact. En réalité, Torao ne se bat pas par hasard, il ne se bat pas par pur plaisir, mais il se bat pour appliquer sa propre justice. Essayer d'aider ceux qui sont face à des comportements totalement abjects. Des gens qui sont tabassés, des gens qui se font harceler, etc., etc. En soi, un objectif noble, fait par des méthodes assez discutables. Mais il passe énormément de temps avec Jiro, un célèbre pianiste au Japon, dont il adore écouter son piano et sa musique, et avec qui il arrive plus ou moins à se confier. Un jour, il va tout simplement décider d'arrêter de se battre et d'apprendre totalement le piano par Jiro. Aubaine pour Torao, car il va apprendre à communiquer d'une autre manière, et Jiro va se donner une seule mission, faire de Torao un pianiste d'exception, un pianiste incroyable. Bref, maintenant, est-ce que Torao va réussir à se faire comprendre par le dernier membre de sa famille avec qui il veut pouvoir discuter via le piano, ou est-ce que ce sera un échec total? Va falloir lire Rhapsody in Red dans la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam. Ce manga, je l'attendais. Voilà, tout simplement. Ce manga, je l'attendais. J'avais totalement kiffé le synopsis, juste la cover me donnait très envie, parce que un pianiste en sang, j'avoue que c'est pas commun. Et justement, c'est ce qui est super intéressant dans ce manga-là, parce que on va vraiment voir un jeune en détresse, un jeune qui a de bonnes convictions, mais qui a, comme je l'ai dit dans le synopsis, des méthodes très discutables. Et malheureusement, personne n'essaye de le comprendre. Donc, faut bien qu'il trouve une solution pour se faire comprendre. Et c'est là que le piano intervient. C'est là que la musique intervient. Parce que oui, la musique, c'est du plaisir, c'est du divertissement. Mais à combien de personnes la musique a pu être un échappatoire? À combien de personnes la musique a pu être un moyen d'expression de ce que l'on ressent? Je vais vous le dire, à énormément de musiciens, à énormément de chanteurs, à énormément de personnes qui pratiquent la musique et qui ont du mal à s'exprimer, mais qui, par le biais du musical, vont réussir à plus facilement exprimer ce qu'ils ressentent. Oui, la musique, c'est de la sonorité, c'est de l'air qui vibre, la définition même du son en vrai. Mais la musique aussi, c'est de l'interprétation. La musique, c'est des sentiments. La musique, c'est tout un environnement, toute une bulle qui va te permettre d'être dans un confort ou dans de l'inconfort. Il y a des musiques qui sont créées exprès pour être dans l'inconfort. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la musique est faite pour te faire ressentir quelque chose et te faire possiblement comprendre. Et Torao va jouer là-dessus. Torao va justement jouer sur le fait que il va utiliser cette méthode-là pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il a envie de dire et d'expliquer ce qu'il a fait dans sa vie. Donc oui, on va aller sur la compréhension musicale, sur l'interprétation musicale dans ce manga. Et vous savez que j'ai une forte sensibilité de comment va être interprétée la musique par le dessin. Comment est-ce qu'on va montrer la compréhension et l'interprétation
d'un musicien dans un manga. Parce que oui, il y en a beaucoup qui passent par l'explication, on entend les personnages, enfin on voit les personnages blablater sur le morceau, etc. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que l'auteur voulait dire, etc. Mais visuellement, c'est pas trop ça. Visuellement, on n'a pas cet effet-là où on comprend la réflexion du personnage. On a les explications, c'est bien, mais on n'a pas l'effet visuel. Et un manga, ça reste très visuel. Il y a énormément de dessins. Donc, il y a une espèce de décalage que je trouve ça assez dommage. Mais du coup, le manga le fait très bien. Torao va réussir à expliquer sa recherche, son interprétation. L'auteur va le mettre aussi en visuel lorsqu'il joue du piano. Mais pour jouer du piano, il faut apprendre le piano. Et c'est là où justement ça va être également très intéressant parce qu'on va pas montrer justement que l'aspect pratique du piano. On voit énormément de musiciens, que ce soit dans les films, dans les mangas, dans les séries, dans les animés, dans les livres de manière générale, enfin dans la culture, juste montrer quelqu'un qui pratique énormément. Quand on parle de musique et d'apprentissage musical, dans énormément de cas, c'est de la pratique. On pratique, on pratique, on pratique, on pratique. On fait. Mais très peu vont aller dans la théorie, dans l'explication, dans les cours de musique. Oui, il y a des cours de solfège, oui, il y a des cours théoriques, et ça fait partie de l'apprentissage musical. Tu peux apprendre en autodidacte, mais ton apprentissage ne sera jamais complet si elle n'est pas accompagnée de théorie. Tu peux faire de la théorie, mais ton apprentissage musical ne sera jamais complet si tu n'es pas accompagné de pratique musicale. Donc ça, c'est indéniablement vrai. Et juste pour la compréhension entre différents musiciens, il y a toujours cette complexité de discuter avec quelqu'un qui a le vocabulaire et quelqu'un qui n'a pas le vocabulaire. Et c'est montré dans le manga. Alors oui, je vous vois un peu venir. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui apprennent tout seuls la musique. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui apprennent tout seuls la musique. Mais quand ils apprennent tout seuls, ils ont des cours théoriques. Que ce soit via des vidéos YouTube, que ce soit via des podcasts, que ce soit via des conseils d'un ami guitariste, violoniste, chanteur, etc. À un moment donné, ils sont face à la théorie, parce que c'est indéniable. Et après, ils passent à la pratique, ce qui est indéniable également. On peut pas différencier les deux. Alors oui, c'est chiant, notamment la théorie, c'est très chiant, mais il y en a besoin. Bref, on va revenir au manga parce que c'est pas le seul point du manga. Et justement, j'aimerais terminer par la culture musicale. On a beaucoup de culture et de rêves musicales. À voir jusqu'où ça va évoluer. On est plus sur du classique, il me semble, donc on est très européanisé en termes de musique. Je trouve ça un peu dommage, j'espère que ça ira un peu plus sur de la musique japonaise un peu parce que à part Jiro qui est musicien, mais je sais plus exactement il fait quelle musique, si vraiment il a des compositions à lui ou si c'est un grand interprète, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. J'aimerais aller plus que dans la musique européenne parce que oui, on sait à quel point la musique européenne est perçue dans le monde comme étant la musique de référence, la musique par excellence, mais n'oublions pas que c'est aussi une vision européano-centrique, enfin très centrée Europe quoi, parce que on nous a appris à justement tout centrer l'histoire du monde sur l'Europe. Parce que oui, quand on parle d'histoire partout dans le monde, on a effacé énormément de cultures, que ce soit sociétale, musicale, religieuse, d'un peu partout, que ce soit en Océanie, en Asie, en Amérique latine ou du Nord d'ailleurs, voire même centrale, aux Antilles, en Afrique, etc. Ou en tout cas, ce qui persiste est considéré comme de la sous-culture. Donc j'ai vraiment envie de trouver ce manga-là qui va mettre énormément en avant via le piano ou via un instrument plus traditionnel, des musiques plus, je vais dire le terme exotique, mais c'est pas le terme que j'ai envie d'employer, mais c'est pour que vous compreniez plutôt, mais en tout cas des musiques qui sortent de l'Europe. Sounds of Life, par exemple, est une très bonne référence parce que le koto est un instrument très traditionnel et va donc faire beaucoup de sons japonais, très traditionnels. Et ça, j'adore. Donc Rhapsody in Red, pour le moment, c'est validé. En espérant encore une fois que ce le soit plus encore, en sortant un petit peu de l'Europe par la musique, par l'interprétation des musiques, et en allant plus sur du japonais, sur du chinois, sur du coréen, sur, je sais pas moi, de l'africain, de l'australien, du latino, enfin, vous m'avez compris, qu'on sorte un petit peu du schéma traditionnel, même si je sais que c'est vu comme la musique par excellence dans le monde. Très bonne lecture, je vous recommande énormément quand même. J'ai quand même beaucoup détaillé mon avis, hein, et j'aime beaucoup parler aussi. Mais foncez le lire, il est génial. Là, on va probablement aller un petit peu sur mon chouchou de ce bilan lecture. C'est tout simplement un manga qui vient d'un comic. On va tout simplement parler de Deadpool Samurai. Ils ont sorti l'intégrale, donc c'est une version double en un tome, donc il y a les 2 tomes en un tome. Et j'ai adoré. Mais avant de vous dire pourquoi j'ai adoré, de quoi ça parle? Deadpool,
il va tout simplement quitter l'univers du comics, donc des États-Unis, pour se retrouver dans le manga au Japon. Et oui, il a été sélectionné pour faire partie de la Samurai Squad. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une branche officielle des Avengers, mais au Japon, avec d'autres personnages, notamment, vous allez voir qui. Mais je vais pas vous balancer quand même. Donc on va retrouver Deadpool qui va vivre sa meilleure vie là-bas, etc. Cependant, c'est Deadpool. Donc sans humour, mais surtout sans baston, ce n'est plus Deadpool. Donc, bien sûr qu'il y aura une galère qui va arriver au Japon, et il va avoir besoin de la Samurai Squad pour tout simplement régler ce problème-là. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai adoré? Alors, parce que tout simplement, ceux qui sont fans de Deadpool, que ce soit des comics ou des films, on retrouve totalement l'humour, l'insolence et la violence de Deadpool. Le personnage est 100% respecté, et en plus de ça, il y a des références Marvel à l'appel, que ce soit les comics, les films ou les films d'animation. Il n'y a que ça. En rajoutant qu'il y a énormément de références au manga, notamment du Weekly Shonen Jump, mais pas que. Donc, c'est vraiment une alliance entre comics et manga qui marche. Le manga reste quand même cliché. Cependant, c'est là où ça devient intéressant. Parce que justement, il va se servir de ces clichés-là. Et notamment, on connaît Deadpool pour discuter avec le téléspectateur, pour discuter avec le lecteur. Et il va le faire. Donc c'est là où en fait à chaque fois qu'il y a une scène cliché, il va nous rappeler que c'est cliché, c'est du vu et revu dans le monde du manga. Et justement grâce à ça, il va mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est l'industrie du manga au Japon. Parce que même lui le dit que toutes les histoires au final sont bourrées de clichés, se ressemblent tous et que il n'y a plus rien d'original. Et c'est aussi quelque chose que je constatais depuis un moment, c'est que malheureusement à chaque fois qu'on essaye de sortir quelque chose d'original, que ce soit bon ou mauvais, ça ne marche jamais, même si c'est très bon. Par contre, des histoires clichés à l'appel, il y en a énormément, et c'est très apprécié. Demon Slayer ou Kagurabachi, ce sont des clichés ambulants, et ils marchent. Donc oui, original ne veut pas dire forcément bon, mais original au Japon, c'est forcément quelque chose qui déçoit, c'est forcément quelque chose qui ne marche pas. Alors il y a quelques rares pépites qui sortent du lot, mais globalement, ce sont quasiment tous des échecs. Prenons le cas des shonen neketsu. En réalité, ça ne s'arrête pas à Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Reborn, Hunter x Hunter, et j'en passe. Il y en a des centaines de milliers qui existent, dont beaucoup ne sont pas connus parce que ce sont des clichés ambulants et qu'ils ne se démarquent pas. C'est d'ailleurs l'un des critiques principales des isekai. Être des clichés ambulants. Mais s'il y en a énormément, c'est parce que ces clichés ambulants marchent, ça plaît au public, peut-être pas forcément au public européen parce qu'on a une façon de consommer et des avis totalement différents, mais en tout cas, faut pas oublier que l'industrie du manga s'adresse avant tout aux Japonais et qu'au Japon, ça marche. C'était le point très intéressant là-dessus. Maintenant, va falloir aborder un petit peu le truc. Panini, je vous aime beaucoup, il n'y a pas de souci. C'est une édition double, c'est une très belle édition, vous avez fait un intégral avec ça. Cependant, est-ce que ça aurait été possible de déplacer les pages bonus de fin de tome à la fin du tome? Parce que les pages bonus à la fin du tome 1 se retrouvent pile poil à la fin du tome 1. Et j'avoue, ça casse un peu la lecture parce que ça reste des pages bonus, je crois, sur quelques pages. De quoi mettre ces quelques pages à la fin du manga et vraiment de l'intégrale, ça aurait été peut-être quelque chose de possible, je pense, à mon avis. Ça doit pas être très compliqué de revoir la pagination, sachant que vous avez déjà vu la pagination pour faire cette intégrale-là. En fait, là, on a juste l'impression que vous avez additionné les deux paginations. Donc, que le tome 2 vient vraiment juste à la suite du tome 1 sans avoir fait le moindre modification, en fait. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est un petit détail. Je pinaille, comme on dit. Ça ne veut rien dire, ce que j'ai dit. Bref, voilà un petit peu pour Deadpool Samurai. Bon, c'est ainsi que se termine tout simplement ce bilan lecture de 2025, avec beaucoup de découvertes, très peu de mangas terminés, voire webtoon terminé, je sais plus si je parle de webtoon. Voilà, vu qu'on est au début avril. Mais après, j'ai tout monté en amont. Il reste que les deux parties là, sur Golden Goal et Rhapsody in Red à terminer de monter, et cet outro là, donc ça va très vite. Et après le reste c'est fini, en soi j'ai déjà fini. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà un petit peu pour mon bilan lecture. Bien sûr, si vous avez d'autres recommandations à faire, n'hésitez pas à me le dire.
notamment des recommandations musicales, même si généralement je trie énormément toutes les sorties pour voir quel manga de musique sort et pour pouvoir me le prendre. Mais voilà, dites-moi quelles sont nos lectures en commun, et on a très probablement certains qui sont identiques. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Gongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à check l'intégralité de mes réseaux sociaux pour voir un petit peu l'actualité sur Instagram, TikTok, Twitter, Blue Sky, Thread, etc., etc. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon et dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo manga, anime. Bref, à plus les brokistes.